Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts du groupe La Mode. Aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur l'habitat participatif et la co-conception. L'habitat participatif est une vraie tendance qui se confirme autour de cette volonté d'habiter et de vivre autrement. Derrière tout cela se cache aussi une réponse aux grands enjeux de demain autour du partage, du bien vieillir, de la mixité, mais aussi de l'écologie. Le groupe La Mode s'engage sur ces sujets avec de nombreux programmes un peu partout en France. Alors pour en savoir plus, j'ai eu le plaisir de joindre différentes personnes par téléphone et je vous propose de commencer avec Marin Trion, responsable de programme chez La Mode. Bonjour Marin. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Alors Marin, avant d'aller plus loin sur ce sujet de l'habitat participatif et de la co-conception, il me semble important de peut-être bien définir, de bien savoir de quoi on parle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement quelles sont les différences entre la création d'une coopérative pour l'habitat participatif et la co-conception ? Alors oui, c'est vrai que c'est important de remettre les choses un petit peu dans leur contexte parce que les finalités de ces deux pratiques ne sont pas les mêmes. La coopérative en tant que telle, le modèle de la coopérative, donc c'est une solution et un modèle spécifique d'accession à la propriété, tandis que la conception, c'est vraiment un moyen, un outil que nous, on va mettre en place pour orienter la conception des logements par rapport aux demandes des clients. Donc si on revient sur le modèle de la coopérative, ce modèle, il est basé sur une entité juridique du même nom qui a pour but de porter, financer et de gérer le futur programme immobilier. Cet immeuble, il va être mis à disposition des coopérateurs, donc d'un groupe de coopérateurs qui sont réunis parce qu'ils ont la même vision de l'habitat et qui veulent avoir un vrai noyau dur et un socle participatif à cet habitat. Et donc cet immeuble, il va être mis à disposition des coopérateurs avec un modèle de gouvernance qui est différent de la copropriété classique. Et les avantages de la mise en place de cette coopérative et donc de ce véhicule juridique, c'est qu'il permet à des familles avec des situations spécifiques ou ce qui peut arriver, des manques de stabilité dans les revenus, d'accéder donc à la propriété par un bail locatif individuel au sein d'une propriété collective. Donc après, que ce soit au cours de la création de la coopérative ou pour de l'accession entre guillemets classique, on peut utiliser donc le deuxième terme que vous avez que vous souhaitiez clarifier, donc la méthode de la co-conception. Après, vous avez sûrement je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais déjà entendu parler des termes de design thinking, de UX design ou d'open innovation, qui ont été démocratisés par quelles entreprises que je pourrais donner comme exemple, Google, Ubisoft pour leurs jeux vidéo, ou encore de manière très concrète Decathlon. Et c'est exactement le même principe qui est prôné par toutes ces entreprises et donc qu'on essaye d'implanter dans nos programmes, c'est de mettre le client en situation le plus tôt possible et d'intégrer ses demandes en amont de la conception des programmes. Donc la co-conception, donc ce que je vous disais, est un outil, donc la co-conception ou conception participative, c'est vraiment un processus un petit peu particulier par rapport à la conception d'un programme classique. Et c'est utilisé dans plein d'entreprises, que ce soit dans l'industrie, comme je vous disais, dans le monde du jeu vidéo, dans le monde des services. Et ça permet d'innover grâce aux clients et grâce à leurs futurs usages, pour s'adapter vraiment, produire un produit qui est spécifique à tel type de client, ou à un service aussi. Ça peut marcher pour tous les services liés par exemple à vos applications du quotidien sur votre téléphone. C'est exactement le même principe. D'accord, très bien. Et donc que ce soit dans la mise en place d'une coopérative ou dans de la co-conception pour de l'accession classique, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est mettre autour de la table les futurs clients, les architectes et nous en tant que promoteurs pour concevoir le plus en amont possible et prendre en compte les besoins des clients, les futurs besoins des clients.
Très bien. Merci, merci Marin pour cette petite explication qui nous permet de bien comprendre de quoi on va parler. Je vous propose qu'on prenne des exemples concrets. Vous menez actuellement en région parisienne différents programmes immobiliers sur cette thématique. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Oui, bien sûr. Les deux programmes qui intègrent cette notion de coopérative et de co-conception, donc c'est un premier programme à Nanterre, situé sur la ZAC des Groux. Oui. Ce programme est constitué de 148 logements avec une crèche et un local d'activité. Et au sein de ces 148 logements, donc on a mis en place, en partenariat avec Courtoisie Urbaine, une coopérative de 7 logements qui se regroupent, qui vont donc avoir comme je vous l'ai dit, un bail individuel et une propriété collective. D'accord. Et en parallèle de cela, 20 logements en co-conception avec de l'accession dite classique, où on fait des réunions en amont grâce à l'architecte et à sa réactivité, qui nous permet de moduler les logements en fonction des besoins et aussi des capacités financières des clients. Mmh. Et donc le deuxième programme sur lequel on met en place ce type de méthode, c'est notre programme de Bagneux, donc le temps sur mesure. Après, la finalité de la mise en place de cette coopérative va être un peu différente, parce que cette coopérative va être mise en lien avec le tiers-lieu qui opère déjà sur place, donc le tiers-lieu Les Simones, et autour de jardins et de potagers collectifs. Donc pour cela, il va falloir que au-delà de la mise en place de la coopérative et de son fonctionnement interne, on va être obligé de se pencher pour trouver une gouvernance adaptée entre la coopérative et l'association qui gère le tiers-lieu. Un grand merci en tout cas pour votre disponibilité et les présentations de ces programmes. Merci à vous et à bientôt. Merci Marin, à bientôt. Et on continue quant à nous notre tour de France des projets participatifs et des co-conceptions. Alors, je vous propose qu'on aille voir désormais avec Antoine Botrel, directeur d'agence Lamotte, comment la co-conception et l'habitat participatif peuvent aussi réinventer l'environnement de travail. Bonjour Antoine. Bonjour Valérie. Alors, à Chantepie, près de Rennes, dans le cadre du programme Les Clairières Boisées, vous avez engagé avec Courtoisie Urbaine une démarche participative, autour des cellules commerciales et d'activité du programme. Antoine, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les enjeux autour de cette démarche ? Oui, effectivement, il s'agit d'un projet immobilier que le groupe Lamotte développe, à dominante aujourd'hui de logements familiaux, et sur lequel nous avons quelques locaux d'activité, cellules commerciales effectivement en rez-de-chaussée. L'enjeu sur le site est multiple. Premièrement, créer une réelle émulation autour de ces locaux, puisqu'on a besoin de les commercialiser, et on a besoin aussi de répondre aux enjeux de la collectivité qui sont multiples, à savoir premièrement ne pas faire de concurrence forte aux locaux commerciaux qui sont un peu plus loin dans la ZAC, et deuxièmement pouvoir trouver des acteurs locaux qui aujourd'hui ne trouvent pas forcément leur outil de travail sur la commune, ou ont besoin d'un outil de travail différent. Donc c'est pour ça qu'avec la collectivité, on souhaite créer cette démarche d'accompagnement. De plus, ces locaux pourraient être destinés à des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont souvent un peu éloignés des réseaux traditionnels de commercialisation, et qui, grâce à cette démarche participative, pourraient être amenés à être consultés et donc demain intégrés au projet. Et le dernier point, c'est également le fait que l'on est sur un projet, comme je disais, à dominante de logements familiaux. Et pour cela, il s'agit pour nous de créer également des services pour les habitants. Donc des services, il y en a déjà dans le quartier, un peu plus loin via des commerces qui sont arrivés il y a quelques années. Mais pour nous, il faut qu'il y ait des activités qui viennent se mettre en place au pied des immeubles, qui servent le projet global et qui servent également l'intérêt des habitants du quartier. Enfin, je pense que l'esprit participatif du projet, il se limite pas
que à ces cellules commerciales et d'activité, mais il va plus loin puisque l'enjeu il est de créer une émulation autour de ces locaux, mais derrière également créer une première vie sur le quartier avec les premiers habitants, puisque nous allons programmer différents ateliers avec eux pour mettre en place ensemble les espaces communs du projet. Je ne sais pas ce qui seront demain. Est-ce que ce sera des jardins potagers, un terrain de pétanque, d'autres choses encore, suivant ce que les futurs habitants décideront lors d'ateliers que l'on va mettre en place avec eux. Eh bien, formidable. Un grand merci Antoine pour ces explications qui nous permettent de voir qu'avec l'habitat participatif, on peut aller plus loin et également donc réinventer l'environnement de travail de demain. Merci Antoine pour votre disponibilité. Merci Valérie. Et nous, on continue notre tour de France de l'habitat participatif. Alors, pour les différents programmes que nous venons de voir ensemble dans ce podcast, la maîtrise d'ouvrage pour le principe participatif a été mise en place en partenariat avec Courtoisie Urbaine. Et donc, pour conclure notre podcast du jour, j'ai le plaisir de recevoir Rabia Henkel de Courtoisie Urbaine. Bonjour Rabia. Bonjour Valérie. Alors, Rabia, on l'a vu, le groupe Lamotte s'engage. Qu'est-ce que cela change, selon vous, quand un opérateur privé se saisit d'une volonté politique de porter des projets citoyens et notamment l'habitat participatif ? La première chose, j'ai envie de dire, c'est un très bel accélérateur de projets citoyens. Vous savez, en France, on a vraiment l'ambition et voire la nécessité de faire de l'habitat participatif une vraie alternative, une vraie troisième voie qui permet de s'adresser à un plus large panel de ménages français. Et je pense que ce type de partenariat et de projet hybride tel qu'on peut le porter avec des opérateurs privés est salutaire parce qu'on se rend compte, par exemple, qu'avec des montages hybrides, on arrive à la fois à nous adresser à des foyers qui n'accèdent pas à la forme habitat participatif autopromotion, parce que qui demandent un certain effort financier de départ, qui peuvent pas avoir cet effort financier. Et de plus, on arrive à accrocher des foyers qui n'accèdent pas forcément à l'emprunt individuel et donc ils peuvent pas s'inscrire dans une démarche de VFA classique. Et donc c'est vraiment ça qui est aujourd'hui fondamental et qu'on peut retenir dans ce type de partenariat et de porter les projets collectivement entre nouveaux acteurs et acteurs traditionnels. C'est cette capacité donc à porter des projets inclusifs, à raconter autre chose qui vient compléter une offre qui continuera à exister et donc améliorer ainsi la capacité d'un projet de territoire à fluidifier réellement les parcours résidentiels et à nous adresser à un plus grand nombre de ménages qui sans ça resteraient captifs du locatif privé ou plutôt du locatif social. Voilà ce que je peux en dire pour le moment. C'est vraiment notre retour d'expérience et nous on continue à pratiquer ce type de montage hybride parce qu'il est réellement bénéfique pour tous les projets de territoire qui souhaitent en faire émerger. Très bien, écoutez, un grand merci Rabia pour cette jolie conclusion qui vient donc terminer cet épisode sur l'habitat participatif. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast du groupe Lamotte. Merci Rabia, à bientôt. Merci Valérie, au plaisir.